bonsoir. 19h à Kinshasa, 1 heure de plus à Lubumbashi et Mbujimaï. Bienvenue à la première livraison vespérale du journal télévisé sur la radio-télévision nationale congolaise. Devoir de redevabilité oblige. Le ministre de la Communication et son collègue des Affaires étrangères ont fait le point sur la diplomatie et les avancées de nos forces armées de la République sur le terrain. Jacques Kaboboa nous retrace dans ce reportage le grand moment de ces briefings presse. Et d'ailleurs, quand je répondais à la première question, j'espère que vous avez vu cette image dans les réseaux sociaux. Un colonel rwandais, le lieutenant-colonel Nzitonda, qui s'est pendu. Il s'est pendu, et avant de se pendre, il a laissé ce message, qui est un testament. Et mon secrétaire particulier qui parle correctement anglais l'a traduit. Et ce message dit ceci, testament du lieutenant-colonel rwandais Jacques Nzitonda. Je m'appelle lieutenant-colonel Jacques Nzitonda. J'ai décidé de mettre fin à ma vie à cause du traitement du leader de mon armée. Qui est le leader de son armée? C'est Paul Kagame. Je n'avais pas prêté serment pour venir mourir au Congo, plutôt de servir mon pays, non pas d'être envoyé au Congo. Nous sommes en train de voir comment nos militaires rwandais sont en train de mourir sans raison. Désolé ma famille pour toute chose. Je sais que vous aurez mal, mais je n'ai pas de choix que de partir. Il a écrit de partir, mais entre guillemets, entre parenthèses, mourir. Parce que si je rentre au Rwanda, je serai tué. Nous allons nous rencontrer à la prochaine étape. Nous nous sommes entrés dans l'armée pour combattre, non pas pour combattre les Congolais, mais plutôt pour défendre notre pays partout où il y a trouble. Ça, c'est son testament. Vous avez bien suivi qu'il s'agit du porte-parole de l'armée qui donnait les nouvelles du front dans ce briefing presse. On va rester au ministère de la Communication, Patrick Mouyaya, avec son nouveau narratif, donne des orientations au patron des médias pour une bonne communication en ces temps de l'agression rwandaise. 2 séances de travail très capitales pour le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. La première, il a accordé aux correspondants de la presse internationale et l'autre au patron de maisons de presse locales ainsi qu'au Comité national de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC. Lors de ces 2 séances de travail, le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, s'est fait assister du porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, du vice-président du CESAC, Bruno Mbolisson, et du directeur adjoint de la presse présidentielle, Giscard Koussema. Au menu de leurs échanges, la couverture médiatique de la guerre dans l'est du pays, le domaine de collaboration entre les autorités politico-administratives et les forces armées de la RDC pour lutter contre la désinformation. À la suite du Conseil supérieur de la défense tenu par le commandant suprême, Patrick Mouyaya a rappelé que cette guerre dure plus de 30 ans et a emporté au moins 2 présidents, Joseph Désiré Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Il a appelé les uns et les autres à la vigilance face à cette guerre. Ces échanges lui ont permis d'insister sur le sens du patriotisme que doit observer chaque professionnel des médias sur les fronts médiatiques. Il les a conscientisés, notamment sur leur rapport et soutien en tant que Congolais. De leur côté, les patrons des médias ont réaffirmé la volonté de défendre le territoire national selon les règles d'éthique et de déontologie de leur métier, car ils n'ont pas un autre pays que la RDC. Le ministre des médias, Patrick Mouyaya, a informé son assistance
du retrait des accréditations accordées à tous les correspondants d'Al Jazeera pour avoir permis à la militante pro-Rwanda Bojana Koulibaly d'interviewer un dirigeant d'un mouvement terroriste dans l'est de la RDC. Cette décision marque la posture de fermeté à l'égard de tous les médias dont le traitement de l'information clairement orienté de la guerre d'agression a des allures de complicité et d'apologie du terrorisme. L'actualité, c'est aussi ce rapport qui accable le Rwanda sur les tueries dans la partie Est qui suscite deux réactions dans l'opinion. La dernière en date nous vient de l'Ituri. Les acteurs de la société civile veulent plus d'action de la part de la communauté internationale. Au lendemain de la publication du rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la situation générale en RDC, deux voix s'élèvent en Ituri pour condamner Thomas Lubanga et Yves Kawapanga-Mandro pour leur présumé rôle de connivence avec le M23 à travers les groupes armés Zaïre. La société civile de l'Ituri demande au gouvernement d'approfondir les enquêtes à ce sujet. Au cas où ce qui a été dit dans ce rapport s'avérait vrai, ce serait très grave pour la province de l'Ituri. Après avoir fait la CPI, Thomas Lubanga, même chef Kawa, a été longtemps arrêté. Et après avoir quitté de la prison, tous vous pouvez compter sur eux pour vraiment cimenter la bonne relation, l'unité, la paix à la province de l'Ituri. Pour sa part, Mimi Biriema, actrice politique dans cette province, exige des sanctions à l'encontre de ses présumés leaders communautaires et politiques. À tant que notable de cette province, ça fait presque 5 ans que nous dénonçons cette affaire. C'est de notre combat. Sur le plan judiciaire, qu'on mette la main sur eux, que chacun réponde de ses actes. Rappelons que Sami Adubango Aoto, fils du terroir, avait à son temps dénoncé le mouvement suspect de quelques miliciens Zaïre à Bunagana pour rejoindre l'AFC bar M23 de Corneille Nanga. Mais malheureusement, une dénonciation non prise en compte et qui a suscité beaucoup de critiques contre ce digne fils de l'Ituri qui a toujours pris le risque d'imposer la paix. Nous allons nous rendre à Bukavu. Il faut condamner les mauvaises pratiques. Nos minéraux sont exploités illégalement sans aucune procédure. Le reportage que nous vous proposons ce soir retrace le comportement de certains sujets étrangers sur le sol congolais. Les 10 lingots d'or saisis auprès de ces 3 sujets chinois impliqués dans l'exploitation illicite des minéraux ont été consignés au centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC en sigle. Quant à la somme de $400 000 américains, en liquide, cette somme a été déposée à la Banque centrale du Congo et les sujets chinois mis à la disposition du procureur près la cour d'appel du Sud Kivu pour instruction. L'annoncé du porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, Maître Didier Kabi. Depuis 2020, ces entreprises opèrent sans respect aucun à la réglementation minière en vigueur au pays. Entre autres, parmi les griefs constatés, on peut retenir la problématique liée à la responsabilité sociétale des entreprises qui n'ont pas de mise dans leur modus operandi. Le porte-parole du gouvernement provincial a dénoncé aussi le non-respect de la réglementation minière par ces entreprises chinoises, car, dit-il, la population n'en tire pas profit. Le minerai du Sud Kivu doivent bénéficier aux fils et filles de sa province d'autre part, notamment la dotation pour contribution au projet de développement communautaire, la redevance minière et le respect des cahiers des charges. Ces résultats sont le fruit de la ferme détermination et l'engagement du gouverneur de province, Jean-Jacques Porossi Sadiki, qui matérialise la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision qui veut un secteur assaini, transparent, générateur d'emplois et de recettes pour le développement et profitable à la population du Sud Kivu. Retour à Kinshasa, la Commission nationale des droits de l'homme. Plusieurs matières seront traitées lors de la session ordinaire de janvier 2025. Le président de la Commission des droits de l'homme l'a dit à l'ouverture de la plénière. C'est un reportage d'Elusette Nsakala rendu par Rodin Panda. Élaboration du rapport annuel sur la situation des droits de l'homme et des activités réalisées durant l'exercice 2024. Examen des recommandations formulées par le sous-comité d'accréditation pour les statuts A. Examen de certains dossiers administratifs et disciplinaires sont là les principaux sujets.
à exploiter avant l'adoption au cours de cette session plénière de janvier 2025 à la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Une session qui, selon Paul Nsapo Moukoulou, se veut exigeante et sereine dans l'examen des traitements de différentes matières. La tenue de l'Assemblée plénière ordinaire de la CNDH est une obligation réglementaire et nous exige une pleine sérénité dans l'examen et le traitement des différentes matières. D'aucuns le savent que l'année 2024 a été une année de relance dans tous nos services en vue de partir sur de nouvelles bases. J'invite tout le monde à rester concentré pour produire un travail de qualité. Il nous est donc impératif de finaliser au cours de cette session tous les arriérés des rapports pour l'exercice 2023 et d'entamer l'élaboration des rapports de l'exercice 2024. Cette session de janvier prévoit également la mise en place de 2 grandes commissions et d'une cellule de réflexion sur la responsabilisation légale de la CNDH vis-à-vis des défenseurs des droits de l'homme. Et puis, notre vol informationnel atterri à Kananga où il est pratiquement 20h. La nouvelle de la reprise de la Société Énergie du Kananga après 8 ans d'arrêt a été accueillie avec joie et la population remercie le garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette volonté. Moins d'une semaine seulement après son départ, les effets du récent séjour du président Félix Tshisekedi à Kananga n'ont pas tardé à se faire sentir. Une option d'urgence vient d'être élevée pour l'électrification du chef-lieu du Kasaï central en attendant la mise en œuvre de grands projets structurants. C'est la relance de la société NRCAC. Teddy Luamba Mouba, ministre national des ressources hydrauliques et électricité, de retour à Kananga sur instruction du président de la République, l'a annoncé ce mardi 31 décembre 2024. Sur place, le patron de l'énergie au pays a eu des entretiens nourris avec le gouverneur Joseph Moïse Kambounou Koko en présence des délégués du ministère des Finances, du directeur général des BCECO, de la SNEL et des responsables de la firme Mégatron fédérale dont il a également visité les installations. Cet engagement du pouvoir central est une réponse à la demande pressante en énergie électrique exprimée au président de la République par la population du Kasaï central, comme l'explique le ministre Teddy Luamba. Nous sommes venus pour trouver des solutions d'urgence et ici il s'agit de ce site qui a fait pratiquement cette année à l'arrêt. Il fallait que nous puissions échanger avec les parties prenantes pour savoir comment nous pouvons trouver les conditions de reprise. C'est une centrale de 2,5 MW. Le reste sur la condition du matériel et tout, ça fera l'objet des évaluations. Il y aura de l'électricité supplémentaire dans la ville de Kananga. Préoccupé par le bien-être de son peuple, le gouverneur Joseph Moïse Kambounou Koko s'était déjà prononcé sur les avancées des pourparlers avec le responsable de cette société dont l'aboutissement vient d'être obtenu. Outre les bénéfices énergétiques dont la province devra jouir de la relance des NRCAC, d'ici janvier, les travaux de construction du barrage Mbombo devront être lancés. Nous restons à Kananga. Ils étaient tous nombreux hier à l'aéroport de Kananga. Les gouverneurs de cette province est de retour. Après 5 jours en consultation à Kinshasa, Joseph Moïse Kambounou a fait la restitution de sa mission à Kinshasa et appelle la population du Kasaï central à l'unité. Cœur battant pour le mieux-être de son peuple, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kambounou, a regagné sa province vendredi 10 janvier 2025. 10h30, l'avion portant le chef de l'exécutif provincial en provenance de Kinshasa pose sur la piste de l'aéroport de Kananga. Joseph Moïse Kambounou est accueilli au pied de l'appareil par le vice-gouverneur Jobukunda Makandende, le conseil provincial de sécurité, avant de recevoir les honneurs dus à son statut. Des personnalités du paysage politique et socioculturel de la province rangées sur le tarmac, parmi elles, le député provincial, le chef des divisions et directeur des entreprises, chef coutumier, notabilités diverses, le parti politique de l'Union sacrée, église locale et mouvement associatif. Il y en a un seul homme, les habitants de Kananga ne scandaient qu'un seul message, celui de bienvenue et de continuité des chantiers de la province. Sur le perron du bâtiment administratif, Joseph Moïse Kambounou choisit de remercier la population pour l'accueil, l'invitant à l'unité autour de la vision du président de la République pour le développement du Kasaï central.
Peuple du Kasaï central, je suis très heureux de l'accueil me réservé. Je vous en remercie infiniment. Vous avez certainement appris que j'étais en mission officielle à Kinshasa sur invitation de ma hiérarchie. Nous avons parlé essentiellement du développement du Kasaï central. Je vous invite à soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se préoccupe au plus haut point pour la transformation de notre province. Tout va bien et tout ira bien avec sa détermination. Serrons-nous la main dans la main, travaillons ensemble pour le décollage du Kasaï central. La haine ne nous mènera nulle part. Aussitôt après, le chef de la province a rejoint le bureau pour la suite des affaires publiques. Et puis d'une province à une autre, nous allons nous rendre à Mbujimaï. Le gouverneur de cette province était en conférence de presse sur certaines questions d'actualité dans sa province. On suit les images. Le reportage est signé nos confrères de la TNC Kasaï oriental. Le gouverneur de province Jean-Paul Mbobwa Kapo a animé un point de presse jeudi 9 janvier 2025. À cette occasion, il a condamné les conflits qui déchirent le territoire des Katanda, freinant ainsi le développement de cette partie de la province du Kasaï oriental. Jean-Paul Mbobwa Kapo a confirmé que son gouvernement va s'investir pour mettre fin à ces conflits qui a trop duré. Évoquant la justice populaire et toute autre forme d'insécurité au Kasaï oriental, le chef de l'exécutif provincial s'est dit indigné de cette pratique de se faire justice tout en mettant en garde les auteurs de ces actes. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que la vie humaine est sacrée, même celle d'un criminel. Il revient à l'État et à ses services de se saisir de toutes les infractions et de faire justice. La justice populaire n'est pas une justice, elle est une violation de la loi. Le gouverneur de province s'est penché également sur les dossiers très brûlants de 3 millions de dollars américains. Il a éclairé la lanterne des journalistes sur la ventilation des dépenses effectuées à ce jour avec cette dotation du gouvernement de la République et les soldes du montant logé à la TMB. Il s'en est suivi un jeu de questions-réponses. Retour à Kinshasa, nous allons parler religion. La 20e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Église du Christ au Congo, Paros, d'Eolo Sud, a vécu avec l'élection du pasteur Isaac Kalonji à la tête de l'équipe dirigeante. C'est un reportage signé Paulette Loma. Enfin, la nouvelle équipe dirigeante de la 32e communauté presbytérienne de Kinshasa est connue. Devant les représentants de l'Église du Christ au Congo et du synode urbain, le révérend Martin Mamboula, ainsi que des délégués du ministère de la Justice. Le rapport de la commission des nominations, présidée par le révérend Djali, a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale élective à la 32e CPK. Le révérend Isaac Kalonji Mukendi, candidat à sa propre succession, a été réélu président de cette communauté. Il sera secondé par le révérend Bolonga en qualité du premier vice-président communautaire et du révérend Dieudonné Chimanga, deuxième vice-président. Démarrés en septembre 2023, les travaux de la 20e session ordinaire se sont clôturés sur une note satisfaisante, selon Stéphane Chamala Kandé, élu aussi modérateur de la 21e session ordinaire à l'Assemblée générale. Le Seigneur a pourvu que nous puissions clôturer de manière officielle. En dépit de toutes les difficultés que nous avons connues, aujourd'hui nous avons atterri et en douceur. Bien avant ces assises, un culte d'action de grâce a été célébré en guise de reconnaissance au Tout-Puissant pour l'année 2024 et des dédicaces pour cette année nouvelle 2025. Le moment est venu où il faudrait servir le Seigneur en esprit et en vérité, a martelé l'orateur du jour, le révérend Flori Mardoché Kanyaka, suivant la recommandation du Seigneur tirée du livre d'Exode, chapitre 8, au verset 16 à 19. L'actualité partout, c'est des sessions budgétaires. Par exemple, à Isiro, les conseils communaux ont examiné le rapport sur la présentation du budget de la commune de Mambaya. La décentralisation en marche dans la commune Mambaya à Isiro. Pour la toute première fois, depuis sa création, elle dispose déjà de son budget pour l'année 2025. La séance plénière consacrée à son adoption par les conseillers communaux convoqués en session extraordinaire a eu lieu le mercredi 8 janvier 2025 sous la conduite de la présidente de cet organe délibérant communal, la conseillère Véronique Matabisi Okanza. Bien avant, le projet de budget présenté par le bourgmestre
bourgmestre de cette municipalité, Paulin Alangui Nimbongo, est soumis à l'examen critique par les conseillers. Ces chiffres en équilibre en recettes et dépenses à plus de 109 millions de francs congolais. Nous demandons à l'autorité communale de bien vouloir respecter les délais pour permettre à l'organe délibérant de bien s'imprégner du projet. Les conseils communaux comme organe délibérant exercera son rôle de comité budgétaire dans l'examen approfondi au projet de décision des finances. La speaker de l'organe délibérant communal de Mambaya en appelle au respect des lignes budgétaires et à la mobilisation tout azimut des recettes du trésor pour le bien de la population. Pour l'amour de notre commune, nous sommes très contents parce que le budget a été déclaré recevable par notre organe délibérant. Là, nous sommes déterminés à mobiliser ces recettes-là pour le bien-être de notre entité. Signalons qu'après sa recevabilité, ce budget est versé à la commission économico-financière pour toilettage et amélioration. Et puis à Lubumbashi, tenue de la session extraordinaire à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, les élus donnent leur avis sur la motion d'interpellation visant le vice-gouverneur de cette province. Ce jeudi 9 janvier 2025, en session extraordinaire, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a examiné la motion d'interpellation visant Martin Kazembechula, vice-gouverneur et membre de l'UDPS. L'honorable Serge Ouanja s'est distingué en étant le seul et l'unique élu de l'UDPS à voter contre cette motion. Honorable Président, l'ancien maire et aujourd'hui vice-gouverneur, il n'a rien fait en tant que vice-gouverneur. Et je ne vois pas vraiment l'importance de son invitation ici. Je dis je vote positif. Un acte courageux qui démontre son engagement à défendre les intérêts du parti et à privilégier l'unité. Un vote qui marque les esprits et consolide son statut de défenseur intègre de l'UDPS dans le Haut-Katanga. Nous allons nous rendre dans la province de l'Équateur. Le comité urbain, 2 enfants reporters de Mbandaka s'insurgent contre la vente illicite des produits alimentaires destinés aux enfants malnutris. Introduit auprès du gouverneur Boloko Bolumbu Bobo par le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Ces enfants reporters se sont fait accompagner par le médecin inspecteur provincial Dr Ben Itekia. Dans sa plaidoirie, la présidente du comité urbain des enfants reporters, Marie-France Ekoné, plaide pour l'obtention d'un arrêté interdisant formellement la vente illicite de Plampinute et sanctionner sévèrement toute personne impliquée dans la fraude de ces médicaments destinés aux enfants malnutris. Ces Plampinettes sont des médicaments censés se retrouver dans des structures sanitaires et centres de santé pour les enfants malnutris. Mais aujourd'hui, ça se vend partout, dans des marchés, boutiques, pharmacies, Ligablo et autres. Nous sommes tellement contents de la réaction de son Excellence parce qu'il a pris acte. Le médecin inspecteur provincial s'apprend quant à lui aux partenaires qui livrent ces médicaments sans l'avis préalable de l'inspection provinciale de la santé. Le gouverneur de province, Boloko Bolumbu Bobo, premier parent et champion de droits des enfants de l'Équateur, très attentif à cette plaidoirie, dit s'impliquer pour continuer à préserver la jeunesse qui est l'avenir de demain. Moi j'attendais que ce serait des inspecteurs de l'UPES qui pouvaient voir cette vente. Heureusement que le médecin inspecteur est sur place ici et je vous promets que je vais prendre un arrêté. Notons qu'une photo de famille a sanctionné cette rencontre. À Chikapa, c'est une très bonne nouvelle qui fait le tour du monde. Une grande première dans le territoire de Mouika. Une jeune dame du nom de Mbombobozi donne naissance aux 4 jumelles. Le couple sollicite l'aide du gouvernement pour la prise en charge de ses nourrissons. Franklin et Claire Kalombo nous donnent le récit de cette naissance. C'est dans ce centre de santé de fortune, appelé Congo 2, en territoire de Mouika, que la jeune dame Mbombobozi, épouse à M. Gilbert Kandolo, a donné naissance aux 4 jumelles en date de 8 janvier 2025. Une grande première depuis que le territoire de Mouika existe. Gilbert Kandolo, père biologique de ces 4 jumelles, et coupeur de noix de palme de son État, sollicite l'aide au gouvernement central pour la bonne prise en charge de ces 4 enfants.
De prime abord, je remercie Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il vient de faire dans notre couple. Je demande par la même occasion au chef de l'État et président de la République de nous venir en aide car je suis un coupeur de noix de palme. Je ne sais où faire dormir ses enfants. Je n'ai même pas de lit ni maison viable. D'ailleurs, l'une de ces 4 jumelles porte le nom de la première dame Denise Nyakero. Que le chef de l'État me donne du travail pour que ses enfants grandissent dans de bonnes conditions. Même souhait ici exprimé par leur maman Mbombo Bozi qui a comme activité la vente de feuilles de manioc et aubergines au marché central de Mweka. Pour l'heure, ces 4 jumelles et leur maman ont été transférées à l'hôpital général de référence de Mweka pour être suivis par le médecin. En tout cas, un appel aux hommes de bonne volonté pour prendre en charge ce bébé. Nous allons retourner à Kinshasa pour parler infrastructure. L'avenue générale Bassouki dans la commune de Ngaliema est en pleine construction. Le DG de l'OVD, Victor Ntumba-Tchikele, a visité le niveau d'exécution des travaux, nous dit Christine Leson. Les routes contribuent énormément au développement d'un pays. C'est de cette concrétisation que voudrait voir se réaliser ici en RDC le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans ce cadre qu'une route en béton armé et en enrobé vient d'être construite sur l'avenue Général Bassouki dans la commune de Ngaliema. Elle est d'une longueur de 3 km 200 et d'une largeur de 7 mètres. Il s'agit de l'avenue Général Bassouki appelée Zambandangi qui vient d'être visitée par le DG de l'OVD, Victor Tumba, accompagné du DPK Alain Chimbalanga, Tamboué pour palper le niveau de l'avancement de ces travaux et aussi de la superstructure du pont qui est en construction aussi de la route. On est quand même avancé par rapport à ce projet. C'est un projet qui fait à peu près 4 km 200. Pour le moment, on a déjà un point neuf de la route qui est asphaltée. Et nous avons à peu près 600 mètres aussi de la route qui est bétonnée. En termes de caniveau qui était prévu, on était à 2700 sur la route principale et nous pouvons nous situer à plus ou moins 80%. Il s'y est de noter que la construction de cette nouvelle route entre dans le cadre du projet de réhabilitation et modernisation des voies d'accès de l'avenue Général Bassouki, dont les travaux sont financés par les FONER et le contrôle assuré par les BTC. Les orphelins de l'orphelinat Ça Marche de la commune de Limete et Lissanga Yaba Christ dans la commune de Ngaba peuvent bien fêter cette année 2025. Ils ont reçu la visite du couple Barnabé Mwakadi, directeur général de la DGI. Celui qui aide un pauvre prête à Dieu qui les lui rendra au centuple autant convenable et comme celui qui partage le peu qu'il a le fera davantage car il en aura en abondance. Ce principe trouve l'essence dans ces gestes de générosité et philanthropique qu'a apporté la structure socio-humanitaire les mains de secours en faveur de plusieurs orphelins et autres vulnérables de la capitale Kinshasa hébergés dans différents centres d'accueil au nom du couple Barnabé Mwakadi, l'orphelinat Ça Marche sur première rue de Limete étaient les premiers à recevoir ces dons de vivres et non-vivres composés du riz, la farine, des conserves et autres. L'équipe de Madame Francine Ndaya Matagano a placé un mot d'exhortation et d'espoir pour nourrir d'abord l'esprit avant le ventre. L'assister mon tout, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes venus au nom de Papa Mwakadi et son épouse pour aider nos enfants. À l'orphelinat Lissanga Christ de Ngaba, c'est le même geste répété dans la même formule. La dernière étape, c'est le partage de cette communion fraternelle de ces articles en vivres et non-vivres avec d'autres vulnérables, enfants de la rue et orphelins regroupés dans la commune de la Gombe. La joie était au rendez-vous
pour les bénéficiaires et leurs bienfaiteurs. Nous sommes très contents et nous vous remercions pour ces gestes d'amour. Une mention de gratitude a été réservée au couple du serviteur de Dieu Barnabé Mwakadi et Monique Mwakadi Chituka à travers ses envoyés représentés par les mains de secours avec Madame Francine Ndaya. Ce colis a répondu à la juste dimension des nécessités qui en ont mesuré la valeur et l'impact. Nous terminons ce journal par le sud de Kivu, précisément Bukavu, santé et développement des sujets débattus à la journée d'échange et d'évaluation des activités humanitaires organisées à Bukavu. Les précisions, c'est avec Rodin Panda. Une journée d'échange et d'évaluation des activités humanitaires a été organisée le lundi 30 décembre 2024 à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Cette initiative de deux structures, à savoir la santé et le développement, SAD et Together, marquant la fin de 2024, avait pour objectif de dresser le bilan de 10 ans de santé et développement, mais aussi la présentation des perspectives. Selon le docteur Joseph Kakisingi, directeur pays de la SAD, cette organisation a été fondée en réponse à la guerre pour venir en aide aux déplacés internes en particulier, mais aussi aux femmes et enfants. Quand vous regardez le background privé, vous verrez que nous avons pu atteindre ce point d'ailleurs sur base du résultat que nous avons fait, sur base de notre résultat généalogique. Donc tout cela est le fruit de la crédibilité qui est née grâce aux produits et grâce à la réponse que nous avons apportée. C'était une occasion pour le docteur Pontif Isanda, chef du programme de la SAD, de décrire les approches adoptées pour révolutionner l'aide humanitaire, notamment l'approche localisation de l'aide qui a produit les résultats selon lesquels les communautés étant des premières à être touchées sont également les premières à intervenir. Un accent a été mis sur l'importance des actions humanitaires anticipatives qui préviennent les catastrophes en se basant sur les connaissances locales. Pour l'année 2025, la SAD envisage intensifier ses activités dans les zones où il est déjà présente et de s'étendre au Nord Kivu, au Maniema et au Tanganyika, le tout dans le but principal d'autonomiser ces communautés de victimes et déplacés, mais surtout les aider à résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Merci de votre fidélité à la Radio-Télévision nationale congolaise.